Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Merci de nous accueillir et sur Europe 1 et sur CNews. C'est Punchline Weekend jusqu'à 19h. Toujours à mes côtés, Naïma Mfadel, Nathan Dever, Louis de Ragnel, Véronique Jacquier. Et on va parler politique. Merci, je vois que vous suivez. On va parler politique. Vous êtes devenu un gentil organisateur. C'est le côté bronzé. C'est ça. Parce qu'on parlait de Jean-Claude Duss, mais vous n'êtes pas Jean-Claude Duss. Merci. On a une pensée évidemment pour Michel Blanc. La gauche, tiens donc, la gauche a déposé la première motion de censure contre le nouveau gouvernement de Michel Barnier, signée par 192 députés du nouveau Front Populaire. Pas de suspense, Louis de Ragnel. Mais il manque un député, parce qu'il y avait 193 députés du Front Populaire. Je ne sais pas. Qui il faut que je cherche sur vous. Mais oui, je sais. Alors Louis. Non, ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'elle n'aboutira vraisemblablement pas. Donc, aussitôt déposée, aussitôt enterrée, je pense, puisque pour espérer renverser le gouvernement, il leur faut absolument les voix du Rassemblement national. Et aujourd'hui, Marine Le Pen n'a aucune envie de renverser le gouvernement pour deux raisons. Un, Michel Barnier est sa meilleure assurance vie, puisqu'en fait, elle n'a jamais eu autant de pouvoir et d'influence, puisque c'est elle qui tient, qui a la possibilité de mettre le pouce vers le bas quand elle le souhaite. Et puis deuxièmement, il y a une actualité judiciaire. Marine Le Pen est 3 jours par semaine à un procès qui se déroule depuis le début de la semaine. Et c'est pas le bon moment pour faire renverser le gouvernement. Vous savez qui défendra la motion ? Olivier Faure. Parlementaire, oui, absolument. Olivier Faure. Olivier Faure, pourquoi Olivier Faure ? C'est intéressant. Parce qu'Olivier Faure cherche toujours à donner des garanties, des cautions à la gauche de la gauche. Et donc, il va essayer de se montrer plus à gauche ou aussi à gauche que Jean-Luc Mélenchon. Et il essaye de montrer à travers ça que c'est lui qui mène la fronde contre Emmanuel Macron et à travers Emmanuel Macron, Michel Barnier. Vous comprenez pourquoi je vous ai posé la question à vous ? Ça me passionne. Ça vous passionne. Véronique Jacquier. Non, pour compléter ce qu'a dit Louis, Olivier Faure, effectivement, joue un rôle en ce moment. Enfin, il a tué le parti, ce qui restait du parti socialiste. Bernard Cazeneuve, là, a accordé une interview au journal Le Monde avant-hier, et il disait qu'il avait été tué par Olivier Faure, tout simplement, que ce que le PS aurait pu construire en se désagrégeant du nouveau Front Populaire n'a pas été possible à cause de cet homme-là. Il a une charge extrêmement virulente et véhémente. Maintenant, moi, ce qui me chagrine tout de même, c'est que sous le quinquennat de François Hollande, on a quand même eu droit à la période des frondeurs. Et donc, il n'y avait rien de constructif. Et là, on se retrouve encore avec un semblant d'opposition où il n'y a rien de constructif, si ce n'est de faire du bruit. Et ce n'est pas bon pour la démocratie. Et c'est pas bon pour la démocratie parlementaire. On est vraiment dans un esprit très 4e République. Il peut rien en sortir de bon. Nathan, rapidement. On va parler d'Emmanuel Macron juste après. Alors, je pense que personne n'est dupe et que tout le monde voit bien que cette motion de censure est un boomerang. Ça veut dire que ça leur retombe dessus. Et que ce qui censure, en quelque sorte, ce qu'ils font tomber, c'est retour à l'envoyeur de crédibilité qu'il leur restait. Le nouveau Front Populaire n'a pas voulu arriver au gouvernement. Ils ont tout fait pour s'interdire d'arriver à Matignon. Dès 20h05, quand ils laissent Jean-Luc Mélenchon dire que ça va être le programme, tout le programme, rien que le programme, alors qu'ils n'ont pas de majorité absolue, qu'ils n'ont même pas de majorité relative, et qu'à partir de là, ils savent très bien qu'ils s'empêchent d'accéder aux responsabilités. Ils ont assassiné c'est peut-être un mot trop fort, ils ont fait tomber toutes les possibilités sérieuses. La nuance, c'est mieux. De faire venir des gens de gauche. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à la mort politique. J'ai bien compris. Mais ils ont empêché toutes les possibilités sérieuses d'avoir une personnalité de gauche à Matignon, Bernard Cazeneuve et autres, Karim Bouamrane. Et je pense que, in fine, les Français voient très bien que, si vous voulez, il y a une immense hypocrisie à refuser de participer au jeu du pouvoir pour ensuite s'indigner de ce que on ne leur ait pas proposé d'avoir des responsabilités. Et j'aimerais juste souligner une chose, c'est qu'à mon avis, dans les années qui vont venir, nous allons voir une autre gauche se construire. Et j'ai été sensible aux positions récentes de Karim Bouamrane, au meeting qu'il a organisé récemment. J'ai trouvé que c'est très intéressant. Parce que Karim Bouamrane, il a été, un moment, on l'envisageait comme un Premier ministre potentiel. Oui, son nom a été évoqué, vous avez raison. Et il a dit, je refuse cette mascarade, je sais très bien que le nouveau Front Populaire ne va pas vouloir me soutenir si je vais venir, qui vont vouloir, pour le coup, vraiment, en un sens, m'assassiner politiquement. Vous vous souvenez qu'ils l'ont fait huer. Clémentine Autain l'a fait huer dans un meeting en sa propre présence. Et là, il a fait un meeting où il a dit qu'il était contre cette logique-là, qu'il n'aimait pas le gouvernement Barnier, mais qu'il était contre la logique de tout ce qui avait été fait par la gauche depuis les législatives. Donc c'est très intéressant et ça en dit plus sur la gauche que sur Michel Barnier. Allez, on parle d'Emmanuel Macron ? Rien ne va plus pour Emmanuel Macron. Il est au plus bas dans les sondages depuis sa réélection. Sa cote de confiance tombe désormais à 22%, les amis. On voit tout ça avec Corentin Alonso et je vous fais réagir juste après, évidemment.
Il n'était pas tombé aussi bas depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Dans un sondage réalisé par nos confrères du Figaro Magazine, Emmanuel Macron a la confiance de 22% des Français. Pas surprenant pour beaucoup d'entre eux. Je pense que c'est normal. Maintenant, personnellement, je trouve que il a fait des choses qui étaient discutables et d'autres qui étaient parfaites. C'est absolument pas surprenant vu qu'il n'écoute pas du tout ce que le peuple a exprimé, surtout aux dernières élections. Et donc on peut pas avoir confiance quand on n'est même pas écouté. Je pense que sa cote, elle va continuer à s'éroder. Et c'est seulement avec le recul que je pense que les Français vont dire finalement ce président, quand même, sur les 10 ans, soyons un peu lucides, voilà ce qu'il a fait pour nous. Une défiance généralisée à la fois contre le président de la République, mais également contre l'homme, comme l'explique la communicante en politique, Magali Vicente. Parce qu'il ne démontre pas de capacité d'écoute et d'empathie dans son expression, dans sa communication. Et puis, il y a la défiance purement politique qui, elle, est liée au contexte et donc à sa posture en tant que chef de l'État, depuis la dissolution qui lui a fait perdre sa crédibilité en créant en fait de l'incompréhension et de la frustration. La dissolution et les élections législatives n'ont pas redoré la popularité du chef de l'État. À titre de comparaison, son nouveau Premier ministre Michel Barnier a lui la confiance de 32% des interrogés. Bon, sondage sans trop de surprise, les amis. Louis de Ragnel ? Quand même. Si, quand même. Vous savez, c'est une bonne chute, hein. C'est une bonne chute et souvent en politique, il y a une théorie qui fonctionne assez souvent, mais là pas du tout. C'est la théorie du retrait du silence. Emmanuel Macron, depuis que il y a eu cette période après la dissolution où il y avait un gouvernement complètement éteint, une sorte de gouvernement provisoire, et ensuite l'arrivée de Michel Barnier, Emmanuel Macron a quasiment disparu des écrans radars. Et normalement, quand un président qui suscite autant de à la fois d'adhésion et de contestation de rejet. Alors adhésion moins forte aujourd'hui et surtout beaucoup de rejet. Eh bien, normalement, les Français replébiscitent les personnalités politiques comme ça qui se mettent en retrait. Et là, ce n'est absolument pas le cas. Et je pense qu'il y a au moins 2 raisons qui expliquent ça. La première raison, c'est que Emmanuel Macron n'a jamais tiré l'enseignement de sa réélection à la présidentielle de 2022. Il est convaincu que les Français l'ont plébiscité, qu'il a fait un record absolu. Il est rentré dans le Guinness. C'est le premier président de la République depuis le passage au quinquennat qui a réussi à faire 2 mandats de suite. Tous les constitutionnalistes, tous les spécialistes avaient dit que structurellement, ce n'était pas possible. Mais lui, Emmanuel Macron, grâce à son génie, grâce à sa faconde, a réussi. Je pense que c'est ce qu'il se dit. Ah, ça l'Ukraine. Oui, non mais pardon, Oui, non mais... Entre autres. Et comme il n'a pas tiré l'enseignement de cette élection qui en fait n'est absolument pas un plébiscite en sa faveur, où c'était face à Marine Le Pen, ça suscite, voilà, dans un contexte complètement pollué par plein de sujets, notamment internationaux. Donc ça, je pense que ça c'est le premier symptôme. Et puis le second, Emmanuel Macron a fait énormément d'annonces, a suscité énormément d'espoir chez beaucoup de gens. Et quand il n'y a pas les réponses, le verdict est souvent terrible. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent maintenant ça a un peu duré, notre vie s'est pas améliorée. Et puis il y a même des gens qui étaient fans d'Emmanuel Macron sur les sujets économiques et qui découvrent le poteau rose. Emmanuel Macron n'est pas un si bon gestionnaire que ça. Le pays est criblé de dettes comme jamais. On va devoir augmenter les impôts. Et ça, je pense que c'est un impact extrêmement fort. Et l'illustration de tout ça, c'est que donc, premièrement, on l'a dit tout à l'heure, Emmanuel Macron est beaucoup moins présent. Et puis deuxièmement, en fait, il n'est quasiment plus au contact des Français. Vous savez, au service politique d'Europe 1, on suit en permanence tous les déplacements du chef de l'État. Et c'est vrai que pendant le premier quinquennat, il y en avait tout le temps au contact des Français. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus aucun. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à Villers-Cotterêts pour un sommet autour de la francophonie qui va durer jusqu'à demain, dans un milieu complètement clos. Il était en Allemagne, pareil, dans un environnement totalement clos. Et il n'a quasiment plus de contact avec les Français depuis au moins 6 mois. Il y a eu peut-être 2-3 déplacements, mais grand maximum. Il y a une troisième raison, je pense. Nathan, et je vous donne la parole juste après, Véronique. Nathan Devers. Je pense qu'il y a aussi une chose, c'est que il faut remarquer que la survie politique d'Emmanuel Macron, elle s'explique aussi par le fait qu'il n'a jamais perdu sa base et son socle électoral. Et que, en gros, ce socle électoral lui a tout pardonné. Ça veut dire, le socle électoral, ceux qui votent pour lui au premier tour des élections. Les gilets jaunes, pas de problème. Les mesures antisociales, évidemment, pas de problème. Le fait qu'il n'ait pas tenu compte de sa réélection, pas de problème. Le fait qu'il s'isole un petit peu, aucun problème, parce que ces gens-là estiment qu'Emmanuel Macron est objectivement le meilleur président qu'on a jamais eu de toute la Ve République, l'homme le plus intelligent, le plus beau, le plus brillant, le plus compétent, etc. Là, ce qui s'est passé, à mon avis, et qui explique sa chute, c'est que pour la première fois, il a tiré une balle contre son camp.
il a marqué un but contre les siens. Et il a fait objectivement un mauvais coup aux macronistes et donc à son propre socle électoral. Parce que quand il a fait la dissolution, le seul parti politique, la seule force politique qui était lésée par cette dissolution, c'était la sienne. Les Insoumis étaient très heureux, le Rassemblement national était évidemment ravi parce qu'il s'imaginait Matignon. Les seuls qui, à un moment, ont eu peur, se sont dit nous avions le pouvoir et à cause du président, nous perdons tout. C'était Gabriel Attal et c'était les électeurs de Gabriel Attal, c'est-à-dire les siens. Et je pense qu'il y a une très grande déception. Et regardez d'ailleurs, depuis plusieurs mois, tous les gens qui soutenaient Macron en 2017, je parle vraiment des grands politiques qu'il avait rejoints, qu'il avait adoubés, on les entend de plus en plus dire qu'ils ont été déçus, qu'il les a trahis, qu'ils ont eu tort, etc., etc. Et cette colère-là peut expliquer que s'il perd son socle, eh bien, en fait, il perd en quelque sorte ce qui lui avait toujours permis, ce qui avait été le sésame de toutes ses survies politiques. Et on le voit, on l'a vu et on l'a écouté dans le reportage de Corentin Alonso, il n'écoute pas le peuple, défiance contre l'homme, évidemment, vous l'avez évoqué, Nathan Dever, la dissolution qui n'est pas passée. Bref, le bilan est lourd, Véronique Jacquier. Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la dissolution qui n'est pas digérée, le fait d'avoir joué contre son camp et des Français qui découvrent quand même un président qui est capable de leur dire tout et le lendemain le contraire de tout. Notamment, et je pense que la vraie photographie du pays, le vrai rapport de force politique du pays, c'est pas ce qui est évidemment sorti de la dissolution, c'est au soir du premier tour des législatives. Donc à partir de là, laisser ce président présider comme il le fait, on sent bien qu'on s'est installé dans une forme de malentendu. Ensuite, je crois que les Français le rendent responsable à juste titre de toutes les fractures du pays et de ce climat éruptif en permanence. Il est président de la République depuis 7 ans. Il y a quelques années, donc bien avant l'avènement d'Emmanuel Macron à l'Élysée, on était capable de parler politique, droite-gauche, en famille. On était capable parfois de rire ensemble. On disait « je suis pas d'accord, ok, mais je t'écoute ». Maintenant, dans les familles, on s'engueule. Il y a des conversations qui ne sont plus possibles, tellement il y a une forme quand même, pas de haine, le mot est trop fort, mais d'antagonisme, et qu'on n'arrive plus à dépasser collectivement. Et ça, Emmanuel Macron, les Français le rendent responsable de cet état de fait, et je pense qu'ils n'ont pas tort, et ça a commencé avec les Gilets jaunes. Ensuite, finalement, avec Michel Barnier qui arrive comme Premier ministre, on a la revanche du vieux monde. Et alors on a le sentiment qu'Emmanuel Macron, cette créature du nouveau monde, ce nouveau monde qu'il a créé avec son fameux « en même temps », ça fait pchit, quoi. Il n'en reste absolument plus rien. On a l'impression que c'est une créature fantasmée, effectivement, de quelques idéologues de gauche, plus que de droite, d'ailleurs, à l'époque, en 2017. Et on se rend bien compte que, le « en même temps », on marche sur une jambe de droite, on marche sur une jambe de gauche, ça ne marche pas, parce que finalement, on cherche toujours les véritables convictions chez Emmanuel Macron et sa vision pour la France et le cap qu'il veut lui donner. Et on voit bien le climat sur le dossier des impôts, entre la prise de position de Michel Barnier et Gérald Darmanin, qui est foncièrement agacé, qui a même encore communiqué cette nuit après l'intervention de Michel Barnier chez nos confrères de France 2. Il y a beaucoup de politique quand même. Il y a beaucoup de politique, évidemment. Dans le sens où il y a beaucoup de positionnement politique, de manœuvres. Il y a quelque chose Ils ont une très... perspective, c'est ça que vous voulez dire? Absolument. La première, c'est de faire tomber Michel Barnier. Non, mais c'est vrai qu'on est dans une configuration un peu compliquée où vous avez l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal et l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne et beaucoup d'autres qui n'ont qu'un seul souhait, c'est l'échec de Michel Barnier. Vous avez vu ce règlement de compte à Hockey Choral l'autre jour à l'Assemblée, Michel Barnier qui a pris un par un et qui a réglé ses comptes. Je voudrais ajouter quelque chose que je trouve assez fascinant, c'est que Emmanuel Macron, finalement, son pire défaut peut-être, c'est qu'il ne change pas. Il est à l'Élysée depuis 7 ans. Et les Français ont le sentiment de quelqu'un qui ne les écoute pas et d'un homme finalement assez monolithique. On a eu un François Mitterrand qui était capable de devenir européen, presque libéral à la fin de ce septennat. On avait un Jacques Chirac qu'on a découvert anti-américain. On avait un Nicolas Sarkozy qui s'est de plus en plus droitisé. On avait un François Hollande. Mais on cherche finalement le Emmanuel Macron au bout de 7 ans. Au bout de 7 ans de pouvoir, on cherche le Emmanuel Macron. On cherchait l'inconstance. Non, mais on cherche la façon dont le pouvoir l'a transformé et finalement une forme de sagesse qui serait une valeur ajoutée et on ne la trouve pas et les Français ne la trouvent pas. Nous sommes toujours avec Naïm Fadel, Nathan Dever, Louis de Ragnel et Véronique Jacquier. Chose promise, chose due. Naïm Fadel, nous
analysions la chute d'Emmanuel Macron dans les sondages et je vous ai coupé dans votre élan. Pardonnez-moi. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie. Pardonnez-moi. Ça ne m'étonne pas, mais vous voyez, dernièrement... Je vous ai coupé dans votre élan ? Non. Ah, pardon, c'est la chute. D'accord. Emmanuel Macron, dernièrement, je ne sais pas où il était, il a dit « les Français ne sont pas heureux ». Et je crois qu'il n'a jamais autant... Enfin, notre pays n'est jamais autant fracturé que depuis Emmanuel Macron. Ça fait 7 ans que nous sommes dans un marasme terrible. Et en fait, il y a une fracturation de la société. Il y a les Français se regardent en chien de faïence. La question du communautarisme n'a jamais été aussi importante parce que chacun, en fait, est dans son précaré. Et c'est vrai qu'il y a eu tromperie. Et je reviens sur ce qu'a dit Nathan tout à l'heure par rapport à cette dissolution. Moi, je trouve que cette dissolution a été quelque chose de terrible pour la démocratie. Ça a été vraiment un déni de démocratie. Vous voyez la tambouille qu'il y a eu pour le deuxième tour, où il y a eu cette espèce de fameux front républicain contre un parti qui a des élus, qui a des maires, qui a des conseillers, qui est complètement dans l'arc républicain, pour reprendre aussi les propos de l'ex-président Nicolas Sarkozy. Et puis il y a eu, alors moi je le regrette, je trouve que la démocratie, il faut la respecter. Et quand il y a eu effectivement le nouveau Front populaire qui est arrivé premier dans ce tripartite, si je puis dire, l'Assemblée nationale est tripartite, je pense qu'il aurait fallu nommer Madame Castet, et puis ensuite, éventuellement, effectivement, voter une motion de censure. Mais ne pas faire cette tambouille. Et pourtant, je suis loin d'être pour le nouveau Front populaire, mais je le dirais la même chose pour un autre parti s'il était arrivé premier. Je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, et pourtant je me félicite que M. Barnier soit à la tête du gouvernement, parce qu'on voit bien qu'effectivement, comme disait Véronique tout à l'heure, c'est le retour aussi de ce qu'on nous avait vendu comme la ringardise, comme la vieille France. Au contraire, on a envie de politiciens. Il a un style, Barnier. Qui ont un style, mais qui a aussi une solidité et une expérience, et qui rassure. Mais je regrette, je trouve que c'est quelque chose d'inédit qui s'est passé après cette dissolution. Et je regrette, moi, qu'on n'ait pas respecté le vote des Français et de suivre, effectivement, tout simplement ce que préconise la démocratie, c'est-à-dire de nommer au gouvernement quelqu'un le parti qui est arrivé en premier. Allez, Nathan Dever, juste avant de partir en pub. Merci. Je vous en prie. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur Lucie Castet, qu'il aurait dû la nommer. J'aimerais juste revenir aussi peut-être sur un dernier élément de cette impopularité. C'est que la promesse quand même originaire du macronisme, 2017, soir de l'élection, deuxième tour, premier discours, il dit « À la fin de mon premier mandat, les Français n'auront plus besoin de voter pour Marine Le Pen. Et ça, évidemment, que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens ont voté pour lui. C'est la raison de l'espoir qu'il suscitait. C'était quand même un Obama français. Il y avait toute une dimension de progressisme. Il y avait toute une dimension, par exemple, de lutter jeunesse, il parlait anglais. Et même lutter contre l'assignation à résidence dans les banlieues, etc. Darmanin l'a rappelé récemment. Tout ça a disparu de chez lui. Je pense qu'on dira peut-être plus tard que Emmanuel Macron est le fruit d'un mariage politique incestueux. Entre des gens de gauche et des gens de droite qui, finalement, à un moment, ont eu ce réflexe de se dire « mais on est pareil ». Mais on appartient en gros à la démocratie représentative, bourgeoise, contre les extrêmes. On est pareil, allions-nous. Et évidemment, à long terme, il croyait bien faire en faisant ça. Il croyait être plus efficace pour lutter contre Marine Le Pen. Et d'ailleurs, ça c'était vrai, il a été élu à 65% en 2017. Mais à long terme, ça a créé comme effet non seulement ce marasme, non seulement cet antagonisme, mais une sorte de radicalisation de tous les côtés. Qu'est-ce qui reste à gauche quand vous n'avez plus le PS ? Il reste une gauche qui est obligée de pousser de plus en plus vers la radicalité, pareil à droite, et pareil peut-être au centre. Peut-être qu'on est dans une sorte d'extrême centre. Et c'est peut-être toute la contradiction que le macronisme a mis 7 ans à déployer. Et l'enjeu aujourd'hui, vraiment, c'est de recoudre la France. Vraiment, c'est extrêmement... Moi, je le vois. Les fractures... Il faut des grosses aiguilles, Comment ? Il faut des grosses aiguilles. Et des kilomètres de fil. Et des kilomètres de fil, me semble-t-il. Très bonne répartie, mon cher Louis de Ragnel. Bravo, lui.